Competitive Intelligence. Connaître, comprendre et agir pour saisir les marchés stratégiques. Vision d'Aigle. Ladies and leaders, bonjour et bienvenue dans ce 4e sujet de la saison 2 de Vision d'Aigle. Ce dossier d'Aigle, qui est le dernier de cette saison, va traiter du leadership magnanime, c'est-à-dire de la manière dont, il me semble, nous pouvons remplir notre rôle de lady ou de leader dans un contexte de guerre économique. Sur cette saison, l'idée c'était de mettre en exergue des méthodes, des personnes, des stratégies. Le but c'était de s'inspirer des meilleurs et de comprendre la compétition actuelle pour pouvoir nous-mêmes agir en tant que lady et leader de manière durable, que nos actions deviennent durables. Bernard Arnault est un leader inspirant pour moi, car il a su combiner la force du sensible avec le pragmatisme de la gestion. Il adopte une posture d'asset manager, de gestionnaire d'actifs. C'est-à-dire qu'en fait, il identifie un actif économique, il sait le sonder, il sait comprendre comment le valoriser. Et il sait comprendre, de ce fait, ce qui doit être préservé dans un état, parce que cet état est le plus pur, et ce qui doit passer dans une gestion beaucoup plus moderne, agile, diront certains, vivante, adaptée à notre temps. Donc, en l'occurrence, ce qui doit devenir plus agressif. Et dans le cas de LVMH, c'est ni plus ni moins que le marketing. Pour faire simple, les méthodes de vente et de marketing. Sa rationalité en l'espèce et son pragmatisme lui ont permis d'élaborer un système complet qui offre aujourd'hui un rayonnement qui ne fut jamais égalé pour l'artisanat français, même si on peut penser à un précédent, c'est-à-dire le rayonnement français du luxe français sous Louis XIV à Versailles. Pour opérer de la sorte, il a su user de son sens de la négociation, en se mettant à la place de l'autre, en ne visant rien d'autre que la concrétisation de sa propre vision. Et puis c'est par les Américains qu'il a sans doute développé ensuite plusieurs facettes de sa personnalité, notamment cette façon d'oser aller plus loin, de se montrer beaucoup plus agressif pour réussir. Donc sortir des vieux schémas qu'il avait pu découvrir en France. Afin d'assurer sa position, il a donc su rivaliser de stratégies en utilisant les forces et les faiblesses des acteurs qui l'entouraient. Comme ont très bien su le faire les Russes de Gazprom en exploitant les sentiments allemands et les questionnements français quant à notre propre légitimité. C'est essentiel d'étudier les grands et les stratèges. Les étudier ne voulant pas dire les vénérer, mais bien comprendre où se situe la manifestation de leur talent. Nous ne sommes que des nains, de toute façon, qui nous hissons sur les épaules de géants. Il ne faut pas l'oublier. La durabilité, ce n'est pas un jeu. On ne peut pas se contenter de bons sentiments pseudo-marxistes, socialo-gauchistes, ou encore mièvres et fumeux, comme le portent les romantiques, comme l'ont porté les romantiques allemands. Savoir préserver ce qu'il y a de beau implique un sens plus aiguisé du pragmatisme et de l'audace, de faire ce qui est nécessaire dans le domaine des rivalités et des compétitions. Cela s'apprend avec les meilleurs et auprès des experts. Pour ma part, je l'ai appris de cette manière-là. J'ai toujours eu un goût pour la stratégie. D'ailleurs, même quand j'étais gamin, je jouais à des jeux vidéo, bien sûr, mais plutôt à Civilisation, pendant que la plupart de mes camarades s'amusaient sur FIFA ou des équivalents. Moi, j'aimais bien aussi collectionner les jeux d'échecs. J'aimais bien étudier les mécanismes du monde, les idées, les créations, les inventions. Bon, si j'ai pu le faire aussi, c'est parce que je fais partie de ces gens privilégiés. En grandissant, j'ai voulu entreprendre et construire. On m'incitait à aller dans une voie plus ou moins prédéfinie en raison des privilèges que j'avais. Mais en même temps, au fond de moi, je sentais que quelque chose clochait et il fallait que je voie autre chose. Il fallait que je m'affranchisse des carcans passés. Alors je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait rien n'est plus exigeant et formateur que l'épreuve, et surtout en France. Aujourd'hui c'est un petit peu plus facile, l'exécutif nous aide. Il ne fera pas le boulot à notre place, bien sûr. Mais on est dans un contexte qui est assez favorable, si l'on peut penser à long terme, si l'on sait se montrer rigoureux, parce qu'il est moins idéologisé finalement. Quand je me suis lancé, il y a à peu près une quinzaine d'années, un peu moins, ce n'était pas aussi évident. C'était éprouvant et c'était donc formateur. C'est cette longue période de confrontation entre créativité, espérance et dureté de la nature humaine qui m'a poussé à devenir moteur dans la guerre économique. En ce sens, ça m'a formé et ça m'a révélé. J'ai fait de magnifiques rencontres ces dernières années, après avoir pivoté dans ce contexte, notamment dans la personne de mes associés et partenaires, qui ont aussi pesé dans cette foi et cette conviction qu'il est nécessaire pour bâtir une réalité viable et durable, d'utiliser des procédés qui ne sont pas standardisés, c'est-à-dire qui ne sont pas habituels dans la culture française. La culture française a engendré un monstre intellectuel
j'ai vu incarner dans de nombreux comportements cupides, paresseux. Je crois qu'on peut construire quelque chose d'utile et que l'on peut façonner une espérance, mais il faut le faire en sachant aussi mettre les moyens appropriés. Un de mes partenaires pour lequel j'ai une amitié grandissante me disait encore l'autre jour qu'il me définissait un peu comme un corsaire. Et j'aime bien cette image parce que finalement c'est ce que nous devons tous être si nous voulons incarner un rôle de leader et de lady aujourd'hui. On ne peut pas construire. On ne peut pas construire en recopiant ce qui a été fait avant. Il faut s'en affranchir. Parce qu'on est tous appelés à jouer ce rôle dès lors où nous avons une responsabilité. Banquier privé, entrepreneur, élu, créateur de solutions, héritier, investisseur. Nous sommes tous le produit de temps privilégiés et nous sommes tous aujourd'hui appelés à jouer un rôle parce que nous avons une responsabilité. Nous avons un pouvoir et nous avons un devoir de le faire. On a tous à agir au mieux. Quand il m'arrive de soutenir certains projets plutôt que d'autres, y compris lorsque j'apporte un soutien à mes partenaires gérant des affaires diplomatiques, je le fais parce que je crois en la bienveillance des projets que je soutiens. C'est une idée que je voudrais proposer. On ne peut pas toujours se comporter de manière transparente. Il nous faut avoir recours à des méthodes aujourd'hui offensives. On doit être rusé si on veut survivre, parce que ceux qui sont en face le sont. Mais à défaut d'exprimer, de surjouer une moralité, il faut que la moralité qui est dans notre cœur nous guide toujours dans les décisions que nous prenons. C'est essentiel. Mes actions et celles des aigles, c'est-à-dire les personnes avec qui je travaille régulièrement et que je vais promouvoir dans ces podcasts au fil du temps, nos actions à nous, elles peuvent être parfois très offensives. Elles peuvent être très rudes, mais cela fait partie de notre rôle. Concrètement, ça peut être neutraliser une ligne hiérarchique qui tente d'abuser d'un client. Ça peut être piéger un compétiteur en stimulant en fait son irritabilité, en le ridiculisant peut-être. Ou s'assurer aussi de l'intégrité et des stratégies des partenaires qui sont en train d'approcher notre client. À chaque fois quand même que nous faisons ce genre de choses, on s'interroge, on discute. Est-ce que ce que nous faisons est viable ? Est-ce que ça permet de maintenir le vivant, le vivable ? Est-ce que ça contribue au bien commun ? Quel est le rôle d'une lady ? Quel est le rôle d'un leader ? Je crois qu'ils doivent cultiver l'arbitrage rationnel et le coupler à ce qu'ils ont dans le cœur. On ne peut pas se comporter comme des enfants, comme des gens ordinaires qui suivent les tendances. On ne peut pas se laisser porter uniquement par ce que l'on ressent, mais il ne faut pas le mettre de côté. On ne peut pas appliquer seulement des méthodes comme si on était à l'usine. Ça ne marche pas comme ça. On a une responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos partenaires. On a une mission et un appel à faire des choses grandes, à être et à incarner la grandeur. Et si on ne conçoit pas la grandeur dans le cœur et dans l'esprit, alors d'autres n'hésiteront pas à imposer la leur, souvent au détriment de notre art de vivre, comme ont pu le faire les Russes. Mais il n'y a pas que. Il faut toujours apprendre des meilleurs. Ça permet de se perfectionner. Il faut cultiver la beauté et l'amour, parce que ça permet de maintenir notre humanité. Mais on ne doit jamais sacrifier la raison aux émotions. Et on ne doit jamais sacrifier les émotions à la domination de la raison. Rudyard Kipling, dans son poème « Si », disait « Si tu sais rêver sans laisser le rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. » En fait, tout se situe dans le juste équilibre de cet extrait du poème. Un juste équilibre entre les aspirations profondes et la mise en pratique. Une forte conscience de soi, c'est-à-dire une conscience de ce que l'on est et de ce que l'on apporte. L'infantilisme et l'arrogance de quelques-uns engagent bien souvent à l'effondrement et menacent de beaux projets, et il faut y mettre de l'ordre. Et l'âge n'est pas gage de modernité, mais non plus de raison, de sagesse. La preuve en est de cette génération privilégiée d'occidentaux des années 80. On ne peut pas être défensif dans la situation qui est la nôtre. Une position de repli ou de fuite, et c'est la mort. Et c'est pas une blague. On a 2-3 décennies devant nous avec le changement climatique, pas plus. Donc il faut faire preuve de courage et de noblesse, et il faut cultiver ces deux vertus dans les actions qu'on entreprend. Et l'art de la négociation rend le monde plus vivable, car elle intègre la conscience de l'autre. Elle se fonde sur une étude rigoureuse que l'on appelle le renseignement économique. Dans cette saison, nous avons abordé les différents cas pratiques et l'utilité et la manière dont certains ont su bâtir des empires grâce à ces méthodes. L'art de la négociation permet d'aboutir à un équilibre plus vivable pour la communauté, pour la famille,
mais elle peut et devrait également servir à la construction d'une symbiose entre l'humain et la création, entre l'humain et son écosystème. Donc, remplir son rôle de lady ou de leader, finalement, c'est endosser l'armure du guerrier économique et remplir et incarner la grandeur, la noblesse de son rôle pour et par les autres. Cela sans céder aux sirènes de la vox populi, de la facilité, parce que c'est l'apanage d'un autre temps. C'est encore l'apanage des gens ordinaires qui sont inaptes à assumer l'extraordinaire de la vie. On ne pourra pas sauver tout le monde, faut pas se leurrer. Mais il n'empêche qu'il nous faudra bien écrire l'avenir quand ceux qui ne l'auront pas préparé périront durant le changement climatique. Il nous faut donc apprendre à remplir pleinement le rôle de lady et de leader.